Bonjour à ceux qui nous rejoignent et puis rebonjour à ceux qui suivent vaillamment depuis ce matin cette belle édition de NEC, de Numérique en commun à Montpellier. Je vais avoir le plaisir d'animer cette séquence, cette table ronde avec Indemad, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole et en charge parmi d'autres mandats du numérique. Anne-Sophie Caz, qui va particulièrement nous parler le professeur d'université qui va plus particulièrement nous parler du projet UT autour de l'habitat tout à l'heure, et puis Gilles Ngoala qui est co-titulaire de la chaire autour des usages numériques et des usages de la ville à l'université de Montpellier. Je vais commencer par vous faire un petit appel. Je l'ai fait tout à l'heure au début de mon intervention, mais qui est un appel à écoute active et à contribution dans le chat. Nous avons un chat en ligne, hein, on diffuse sur YouTube, etc. Donc nous, on ne vous voit pas, c'est une grande frustration de ces nombreuses interventions en visio, mais on sait que vous êtes là, on pense à vous, on a besoin de savoir que vous nous écoutez. En tout cas, n'hésitez pas à vous mettre dans cette posture qui consiste à se dire, mais en fait, qu'est-ce qui m'étonne ou qu'est-ce que je suis en train d'apprendre dans ce que j'entends là, qu'est-ce qui me concerne particulièrement dans ma posture de citoyens, de professionnels, d'usagers de la ville, par exemple, et avec quoi est-ce que je vais repartir et sur quoi est-ce que je peux contribuer dans ces échanges. Et on prendra un temps en deuxième partie de table ronde pour réagir les uns et les autres à vos contributions. Une des questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est vraiment la question j'allais dire, des intentions politiques qui arrivent dans le cadre de cette vision, j'allais dire, en forte évolution, en fort enrichissement de la ville numérique à l'échelle de la métropole de Montpellier. Donc je vais commencer tout de suite par donner la parole à Indemad pour vous entendre sur ce sujet-là. Rebonjour à tous. Donc Montpellier Méditerranée Métropole en fait mène depuis 10 ans une politique autour d'une stratégie numérique qui œuvre en faveur de plusieurs axes. La participation citoyenne, un numérique inclusif, accessible à tous nos concitoyens et donc responsable et éthique. Donc nous travaillons avec l'ensemble des partenaires sur le territoire, les professionnels, avec une véritable communauté autour de cet enjeu. Et donc la cité intelligente constitue en fait une stratégie numérique globale, mais à la fois multidimensionnelle, qui permet de développer ces axes avec l'ensemble des acteurs du territoire pour que le numérique soit accessible, pour favoriser une participation citoyenne à travers les services que propose la métropole dans le domaine du numérique, et bien sûr en prenant en compte les enjeux à la fois techniques et sociétals qui évoluent très vite, euh, autour notamment des questions voilà, d'accessibilité, réduire par exemple la fracture du numérique, favoriser une montée en compétence de l'ensemble de ses concitoyens et leur rendre des services donc accessibles, et donc aussi favoriser l'ensemble, faire en sorte que l'ensemble des partenaires travaillent autour de ce numérique inclusif de demain qui permettra d'être plus responsable à travers une sobriété responsable, donc, et plus et plus plus pardon et plus et plus en phase aussi avec les attentes à travers une participation citoyenne de ces derniers sur les enjeux de l'environnement, sur les aspects économiques également, et, euh, et donc le développement économique, l'environnement et la citoyenneté. Donc favoriser leur participation et co-construire avec l'ensemble des partenaires, notamment qui étaient présents ici aujourd'hui, sur leur mobilisation pour construire cette société numérique de demain. Alors j'ai envie de rebondir sur deux aspects et de vous interroger là-dessus. Le premier, c'est que vous avez
en dehors de votre mandat à la métropole, un parcours professionnel qui prouve déjà qu'on peut intégrer des dimensions de développement économique et des dimensions d'inclusion. Donc ça m'intéresse vraiment de vous entendre là-dessus, sur ce qu'on apprend, et est-ce que quelque part il y a des enjeux positifs au fait de se dire je mets l'innovation au service de sujets qui sont vraiment des sujets d'inclusion plus globale de la société, pas juste l'inclusion numérique, mais tout simplement d'une société plus inclusive. Et puis la deuxième chose qui m'intéressera, c'est aussi que vous, je l'ai mentionné très très rapidement dans ma petite intervention, vous faites partie du CA des interconnectés, vous êtes également depuis peu, je crois, la trésorière d'Open Data France, et dans les deux cas, donc dans des associations de collectivités qui prennent en ce moment des partis assez forts en direction du numérique. Est-ce qu'il y a, selon vous, des choses intéressantes à attendre du fait que les collectivités françaises marchent de façon convergente dans ces sujets-là? Alors, je vous envoie ces deux questions. On n'est pas forcé d'y répondre en un coup, mais ça me paraissait vraiment riche de vous entendre sur ces deux entrées, hein, votre entrée professionnelle à vous. Alors, je pense en effet que l'innovation se construit avec des partenariats, notamment entre les acteurs publics et privés. Le public, parce qu'il y a un enjeu sociétal, environnemental fort dans le domaine du numérique, et les acteurs privés peuvent être force d'innovation, de proposition, et proposer donc des services innovants pour les habitants de la ville. Je pense en effet que chacun a sa part de responsabilité, et qu'il est important de construire collectivement ce numérique de demain en s'appuyant sur les forces vives que constituent les acteurs économiques par la force de proposition qu'ils amènent autour de solutions innovantes, et aux acteurs et aux institutions publiques, eh bien, d'être le garant d'une démarche à la fois éthique, responsable, sobre, qui veille à ce que les solutions amenées répondent aux vraies problématiques des concitoyens, et de co-construire ensemble, il me semble que c'est fondamental. En effet, la vision des deux parts, en fait, à la fois côté institutionnel et entreprise, est très intéressante, très enrichissante. Il est difficile souvent d'imaginer une compatibilité du point de vue notamment de l'agilité, mais il est quand même tout à fait, et on l'a vu aujourd'hui, facile, en créant ce genre d'événement, de réunir l'ensemble des acteurs pour faire des propositions, pour construire, pour discuter, construire les outils. Donc je pense que chacun a une part à apporter, et en effet la capacité qu'ont ces commissions, eh bien, c'est de pousser la parole à la fois des acteurs locaux, des territoires, auprès des grandes institutions, enfin, ou de l'État, pour pouvoir justement mettre en lumière ce qu'attendent les citoyens, ce qu'attendent les acteurs économiques, les associations, voilà, en termes de financement, d'actions fortes, parce qu'on a en effet cette nécessité de le construire tous ensemble. Il y a quelques années, on le prenait d'un point de vue très technique. Aujourd'hui, face à l'évolution et les enjeux de notre société, il est primordial de faire vivre à travers nos citoyens voilà, cette stratégie innovante du numérique. J'ai l'impression à vous entendre qu'au fond, les collectivités, les métropoles, qui sont quand même des financeurs substantiels de l'innovation numérique et de son amorçage, entre autres choses, dans notre pays, sont en train d'envoyer un signal qui peut être un signal assez fort vers les innovateurs en disant allez, vous allez gagner des points de vie si, au lieu d'inventer des besoins, vous répondez à des urgences et des impératifs collectifs de la société. Donc faites ce choix-là, vous aurez des avantages concurrentiels, et de toute façon, nos financements iront dans cette direction-là, quelque chose comme ça. Oui, c'est tout à fait en fait la possibilité aux acteurs économiques d'identifier des opportunités face à des besoins exprimés des collectivités vis-à-vis de leurs concitoyens, pour pouvoir amener très vite des solutions qui répondent à de véritables besoins. Et donc là, on est dans cette démarche de co-construction. Ça permet également aux institutions de s'inspirer et de se transformer également en interne. Donc c'est vraiment valoriser
l'intelligence collective autour de cette démarche et autour du numérique. On a une question dans le chat. Alors, quand je regarde mon téléphone, c'est ni que je m'ennuie, ni que je fais mes SMS, c'est que je suis relié au chat par une messagerie qui a un nom de dentifrice. Et donc, en l'occurrence, on nous pose une question à laquelle vous avez commencé à répondre, qui est la question de dire quels seraient les avantages du côté des acteurs économiques privés. Et en l'occurrence, vous avez commencé à y répondre en effet, c'est-à-dire que potentiellement, vous avez dit il y a de la co-construction à faire. Potentiellement, vous avez dit nous, collectivités, on va être en attente de ça, donc allez-y. Il y a peut-être des choses que vous avez envie de Eh bien, l'avantage, je dirais, c'est d'ouvrir des champs que constituent des opportunités pour les entreprises, d'apporter leurs solutions face à des besoins exprimés par les citoyens et relayés par les pouvoirs publics pour pouvoir et notamment flécher des budgets pour répondre à ces besoins. Donc, et permettre tout simplement d'expérimenter très vite, des solutions, amener à les améliorer, faire un aller-retour entre les attentes et les besoins. Merci beaucoup. On va continuer ce premier tour de piste. Je vais vous donner la parole aux uns et aux autres et ensuite on va tirer des fils qui vont permettre de nouer une conversation plus ouverte. Et puis on voit que le public a commencé à s'en mêler et c'est tant mieux. Anne-Sophie, 3 initiales, UT, un projet assez gonflé. Moi, vu de loin, je le connais depuis quelques années, vu de près depuis pas si longtemps, et avec en plus un appui tout à fait concret de la métropole et tout un ensemble de partenaires institutionnels et privés en la matière. Alors, qu'est-ce que c'est UT ? Alors déjà, UT pour les acronymes, c'est Human Atom Project. C'est un projet qui est né il y a 5 ans déjà et effectivement qui a été d'abord soutenu par le CNRS. Puis ensuite, effectivement, la métropole de Montpellier nous a soutenus, la région. On est cofinancé par un fonds FEDER. Donc, effectivement, les acteurs à la fois du territoire et aussi les acteurs académiques. Pourquoi ? Parce que c'est un projet qui réunit 13 laboratoires de recherche, qui réunit aussi sur le territoire de Montpellier des écoles. L'école d'architecture de Montpellier, l'ENSAM, l'IMT Mines d'Alès. Donc, effectivement, on a dans ce projet, finalement, la volonté d'avoir une approche pluridisciplinaire et de comprendre les usages que, finalement, on va avoir dans l'habitat connecté de demain pour y définir, finalement, les contours de l'appartement dont on ne veut pas. Donc, on est parti de ce principe-là en disant, qu'est-ce qu'on ne veut pas pour le locataire du futur ? Et à partir de là, on a commencé à dérouler tous les questionnements à la fois éthiques, de transparence, qui finalement relèvent de cette captation de données. Aujourd'hui, on a dans les villes intelligentes une captation de données qui existe, mais ce qu'on n'a pas, effectivement, c'est la compréhension des usages. Et ce projet est né justement par rapport à ce questionnement-là. C'est-à-dire, finalement, si le siècle dernier était le siècle des sauts technologiques, le siècle qui arrive, c'est le siècle des sauts des usages. Et pour comprendre les usages, il faut mettre un projet, l'humain au centre du projet. Et pour ça, les sciences humaines et sociales drivent ce projet. Et donc, effectivement, moi, je suis professeur en marketing digital. Et pour autant, je vais travailler avec des architectes, des juristes, des économistes, des spécialistes de capteurs pour avoir une compréhension en fait, du sujet qui est vraiment pluridisciplinaire. Alors, UT, c'est un appartement observatoire. Donc, nous avons depuis 3 ans 2 étudiants qui vivent à l'année dans cet appartement. Cet appartement est équipé de 65 capteurs. Et effectivement, nous récoltons en temps réel leurs usages. Et nous essayons bien sûr de comprendre ces usages, non seulement par des données qui sont automatisées dans la captation de données, mais aussi par des données qui sont liées au ressenti des occupants. Et c'est ça qui fait effectivement la richesse, je crois, de ce projet. Et peut-être qui peut être finalement vu comme un projet un peu non seulement novateur, mais aussi risqué. Voilà, donc d'où votre question, je pense, du départ. C'est un projet que je trouve, moi, personnellement, audacieux. Et alors, tout à l'heure, j'évoquais un petit peu les questions d'une ville numérique dont potentiellement on ne voulait pas.
un petit peu parce que c'est en travaillant là-dessus qu'on peut peut-être affiner ce qu'on veut. Et a priori, c'est vrai que la première fois que j'ai entendu parler du projet, je me suis dit, est-ce que c'est une performance artistique? Est-ce que c'est un acte militant? Qui veut vivre dans un logement où il y a 65 capteurs autour de soi? Et en fait, si on regarde d'un petit peu plus près, là où nous vivons aujourd'hui les uns et les autres, les capteurs, ils sont là. On n'est pas toujours forcément conscient, mais dans l'espace public, dans les lieux de travail, dans les domiciles, et souvent nous les avons payés de notre poche, et pour des bonnes raisons. Donc on n'est pas en train juste de regarder une configuration extrême en la matière, on est en train de regarder au fond des choses qui sont tout à fait réalistes, et qui en d'autres temps auraient été uniquement des démonstrateurs de technologie. Est-ce que donc les industriels, ça les intéresse d'être partie prenante de cette aventure-là? Oui, parce qu'en fait, les industriels, les collectivités ont forcément besoin d'avoir ce retour d'information et ces usages, hein, parce qu'on peut développer des technologies super pertinentes et innovantes. Pour autant, on ne sait pas exactement ce qu'en fait finalement l'occupant. Alors vous avez raison de dire que les données, elles sont captées et les technologies sont très opaques à l'heure actuelle, hein. On manque effectivement beaucoup de transparence sur ça. Le client, le consommateur, l'usager, le citoyen, il est très transparent. En revanche, les technologies qui captent les données le sont moins. Et donc, effectivement, il y a aussi un cadre juridique, éthique à contrôler et à inventer. Parce qu'effectivement, pour l'instant, si on regarde les conditions générales d'utilisation, elles sont faites pour les marques. Elles ne sont pas absolument faites pour l'utilisateur. Donc, c'est aussi tout un design qu'il faut trouver pour finalement rendre la captation et la maîtrise et le contrôle de cette captation au niveau du citoyen, au niveau de l'usager. Si l'usager a le contrôle, si l'usager a la connaissance de ces données et si en réciprocité, il va retirer une vraie valeur, eh ben, la création de valeur, la co-création de valeur sera finalement à la fois pour l'industriel et à la fois pour l'utilisateur. Et là, on pense que véritablement, on aura un vrai bénéfice qui va en découler. Alors, quelqu'un dans le public, au 7e rang à gauche, la travée qui est juste là, qui voit l'écran un peu de biais, dit, mais est-ce qu'on est en train de voir un peu mieux la confrontation entre l'innovation et le progrès? Ou alors est-ce qu'on est en train de voir un peu la confrontation entre ce qui est technique là-dedans et ce qui est d'ordre non technique? Oui, moi je dirais que c'est vrai que en fait, UT a été aussi un incubateur d'innovation pour des capteurs nouveaux. On s'est posé la question, par exemple, de l'étagère connectée, du frigo connecté, finalement, de ces innovations qui peuvent découler. Et pour donner un exemple, hein, en termes d'innovation, la période de confinement nous a ouvert finalement des perspectives d'innovation en matière d'espace immersif. On s'est dit finalement aujourd'hui, un individu est obligé finalement d'être confiné dans un habitat et pour autant il perd la capacité finalement à s'évader, à vivre finalement à l'extérieur. Et donc, finalement, ces espaces immersifs, ils peuvent avoir toute leur place quand on est dans des logements étroits, quand on est dans les logements qui sont effectivement et dans un dispositif confiné. Donc, c'est à la fois une source d'innovation. Je pense que le numérique est un vecteur d'innovation. Pour autant, il faut aussi limiter ce progrès et voir si le progrès il est au bénéfice en fait, de l'utilisateur. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces espaces immersifs? Est-ce que ce sont des espaces de protection de la personne, à la fois comme finalement une protection des données? Donc là, on voit que les frontières et les brèches numériques sont très éparses et que même si on est chez soi, qu'on a fermé la porte d'entrée, on n'est pas pour autant finalement protégé. Et donc l'intérêt de ce projet, c'est de se poser ces questions-là et que ces questions finalement trouvent des réponses à la fois dans l'innovation qu'on peut faire en recherche, mais aussi par rapport à des solutions numériques qui peuvent être développées justement par rapport à ces cas d'usage. Donc vu de loin, on se dit, tiens, c'est un projet autour des capteurs et des données qui vont avec. Vu de près, à mesure qu'on creuse les familles d'usage dont il s'agit aussi au fond de notre relation aux environnements numériques quels qu'ils soient, y compris des environnements individuels, collectifs, de ce qui se passe avec notre vie privée dans la sphère de l'habitat, qui est une sphère assez particulière, qui est une sphère de protection. Et potentiellement, ça peut nous apprendre des choses sur d'autres endroits pour le coup de l'innovation numérique. Et qu'est-ce qui va en être fait de ces travaux, notamment par les acteurs, y compris les acteurs industriels, les acteurs numériques qui sont dedans?
Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui nous ont fait confiance au départ et qui sont associées au projet. Je pense à Sinox qui était là ce matin, je pense à Enedis, à Ikea. Donc, à la fois dans le secteur d'ailleurs du bâtiment, aujourd'hui, on travaille avec donc, le groupe Nexity, promoteur sur finalement l'évolution des métiers dans le secteur du bâtiment et de l'immobilier du futur. On parlait il y a récemment en fait du responsable de résidence, le gardien web 2.0. Qu'est-ce qu'il va faire demain? Finalement, cette captation, elle va aussi faire évoluer tous les métiers, tout le secteur. Y compris un promoteur qui va mettre en avant un habitat. Alors aujourd'hui, il a un impératif certainement lié à des impératifs écologiques, thermiques, etc. Mais il va aussi avoir des obligations demain sur la captation des données d'une résidence. Donc le projet HUT, au départ, était axé sur vraiment un appartement. Et dans quelques années, on va vers une résidence. Donc on va travailler aussi sur les espaces communs. Comment le numérique peut créer de l'interaction sociale, comment elle peut créer de l'inclusion, puisque c'était effectivement le thème que vous avez abordé ce matin. Est-ce que c'est finalement un vecteur d'inclusion ou un vecteur d'exclusion, quelque part? Comment effectivement on peut créer des choses au service finalement des occupants d'une résidence, d'un appartement ou à l'échelle de la ville. Donc c'est effectivement des questions qui vont nous orienter sur pas mal d'années, je crois. Merci beaucoup Anne-Sophie. Alors Gilles Ngoala, cette chaire autour des usages et ce partenariat avec un acteur urbain, un acteur métropolitain autour de ces questions d'usage, pour le coup nous projette pas seulement à l'échelle de la ville ou à l'échelle de l'habitat, mais au fond autour de questions plus génériques, j'allais dire, de nos relations au numérique. Oui, alors bonjour à tous. Effectivement, au travers de cette chaire SICUS sur les usages et pratiques de la ville intelligente, on travaille sur différents volets de la transformation de la ville, à la fois le volet numérique, qui est un volet central, bien sûr, mais aussi sur le volet environnemental, sur le volet social. Et on essaie d'accompagner, et on remercie bien sûr la métropole de nous aider là-dessus, et notamment la Cité intelligente, de nous accompagner sur... On essaie finalement de créer des projets, d'expérimenter différentes solutions et de mieux comprendre ce qui se passe au sein de la ville sur différents projets en lien avec le numérique, mais pas seulement. Notamment, on travaille aussi sur des questions beaucoup plus environnementales et pas simplement numériques. Des objets de travail plus particuliers sur lesquels vous voudriez zoomer pour nous raconter ce que ça produit concrètement, ces recherches? Alors, on travaille sur plein de sujets. Alors, ce matin, on a eu Léa Cochard, d'ailleurs, qui fait la thèse au sein de la chaire et qui travaille sur l'inclusion numérique en particulier, mais on travaille sur les éco-gestes aussi, on travaille sur la mobilité douce, donc sur l'incitation à d'autres formes de mobilité aujourd'hui. On travaille aussi sur l'acceptabilité sociale des robots autonomes de livraison, en particulier, dans un grand projet national qui traite des véhicules autonomes, puisque lorsqu'on parle du numérique, et notamment de l'inclusion numérique, souvent, on s'arrête aux usages numériques du quotidien avec son smartphone, avec son ordinateur, alors que le numérique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste que cela. C'est à la fois l'IoT, tout ce qui est Internet des objets, Anne-Sophie en a parlé, mais c'est aussi tous les objets autonomes qui peuvent être autour de nous demain et qui peuvent avoir des incidences qui ne sont pas uniquement des incidences en termes d'usage, mais qui sont aussi des incidences sociétales. C'est-à-dire que derrière, il peut y avoir des impacts sur l'emploi, sur l'environnement, sur l'inclusion aussi d'un certain nombre de personnes. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'observer. Je dirais que c'est assez facile lorsqu'on est chercheur, c'est qu'on se place un petit peu à l'extérieur des choses et puis on regarde comment ça se produit. Mais en tout cas, on essaie d'analyser toutes les externalités positives et négatives de ces transformations sur les gens en tant que tels, en essayant de mieux comprendre justement à la fois les usages qui sont faits, mais aussi la manière dont on peut transformer les pratiques des gens, puisqu'il ne peut pas y avoir de ville intelligente s'il n'y a pas de gens intelligents dans la ville d'une certaine manière, c'est-à-dire s'ils ne sont pas en mesure de changer leur manière de vivre. Et c'est ça, finalement, l'un des grands enjeux de cette chaire, c'est d'essayer de trouver des moyens pour modifier un petit peu le logiciel des gens. Alors pas contre leur gré évidemment, mais essayer de les accompagner en tout cas vers une modification de leurs pratiques en termes de
gestion des déchets, en termes de mobilité, en termes de numérique, etc., pour effectivement impacter durablement nos environnements. Oui, ce qu'on entend, c'est que là, les enjeux qui sont derrière dans ce que vous nous racontez ne sont plus ce que j'appellerais des enjeux de diffusion du numérique. C'est davantage des enjeux où il s'agit de se poser des questions, entre autres des questions d'intérêt général, sur lesquelles on peut supposer que les investissements des acteurs de la ville sont des investissements qui ont éventuellement un sens, une orientation. Et si on s'y prenait mal, pour le coup, ce que je mentionnais tout à l'heure un peu rapidement, c'était qu'est-ce qui se passe quand on essaie de produire de la data sur les gens sans les gens, qu'est-ce qui se passe quand on calcule les gens sans eux, qu'est-ce qui se passe quand au fond on met en place des dispositifs qui remplacent l'humain. J'ai l'impression que dans les pistes que vous travaillez, il y a un petit peu les familles de réponses à ces questions-là. Comment est-ce qu'on fait à partir du moment où effectivement certains robots vont être utiles à des fonctions particulières dans la ville pour qu'il n'y ait pas un sentiment de déshumanisation qui va avec, etc. Oui, alors effectivement, il faut prendre en compte aujourd'hui l'ensemble des enjeux. Pendant très longtemps, vous parliez tout à l'heure d'innovation. L'innovation a été vue comme un progrès uniquement technique, c'est-à-dire une avancée technique, technologique. Et d'ailleurs, ça a été un petit peu la première phase de développement des villes intelligentes, c'est-à-dire qu'il a fallu équiper d'infrastructures, ce qui était nécessaire. Je dirais qu'aujourd'hui, on est dans la seconde phase, qui est la phase des usages et des pratiques. Et on doit essayer de comprendre toutes les conséquences que ça peut avoir en termes de qualité de vie, en termes d'environnement, en termes sociaux, etc. Et donc, effectivement, on doit changer la focale aujourd'hui pour aller vers d'autres processus et être conscient de toutes les conséquences que ça peut avoir dans l'usage du numérique dans nos villes. Mais la première brique, il ne faut pas non plus casser la première brique, je dirais. C'est-à-dire que le numérique, les infrastructures, c'était nécessaire aussi. Et aujourd'hui, on profite, et souvent on critique le numérique, parce que bon, c'est notre esprit critique naturel, mais il faut quand même se rendre compte de la chance que l'on a d'avoir du numérique qui fonctionne, d'avoir effectivement des expériences utilisateurs qui ont été quand même bien travaillées aussi par les entreprises et par toutes sortes d'acteurs, d'avoir la possibilité aujourd'hui de faire du télétravail à un coût relativement modique si on y pense bien, alors que dans beaucoup d'endroits dans le monde, le numérique c'est finalement une chance assez inaccessible. Donc d'un côté, ce numérique nous ouvre plein d'opportunités, mais de l'autre, effectivement, ça nous plonge dans une forme d'inconfort, d'insécurité, si on parle de cybersécurité aussi, de mauvaise utilisation de nos données personnelles. Et donc, ce qui est nécessaire, c'est effectivement de peser à la fois le pour et le contre de ce numérique pour finalement prévenir les risques liés au numérique, mais aussi peut-être accentuer les effets positifs et les externalités positives du numérique. Alors, il y a Antoine qui est quelque part au premier balcon de la salle, parmi quelques milliers de personnes qui sont là à nous écouter et qui dit mais est-ce qu'on est vraiment confronté à ce type de posture aujourd'hui de la part des acteurs de l'innovation numérique, y compris de la part des industriels. Il prend l'exemple de la santé en disant voilà un domaine dans lequel on n'a pas l'impression d'une formidable co-construction avec les usagers. On peut en être les témoins les uns et les autres, et donc une posture d'usage où on pourrait se demander si elle est aujourd'hui encore marginale, un peu émergente, si les acteurs de l'innovation numérique y croient, y trouvent leur compte, et qu'est-ce qui se passe dans les zones où on ne le fait pas du tout, quoi. Alors, lorsqu'on parle de numérique, en particulier dans la santé, je ne sais pas si la santé est le secteur où le numérique est le plus développé. Alors, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'enjeux, mais lorsqu'on regarde, nous on avait travaillé d'ailleurs avec Anne-Sophie sur les diabétiques, avec la Fédération française diabétique, il y en a très peu qui utilisaient finalement tout le potentiel du numérique dans la gestion de leur maladie ou dans l'appropriation de leur programme de soins. Donc, beaucoup d'investissements sont faits, il y a énormément de startups, notamment à Montpellier, il y a beaucoup d'acteurs autour de la télémédecine, de la e-santé, etc. Mais je pense qu'il y a quand même un gap à rattraper encore dans ce domaine-là. Après, la question, et je dirais que c'est presque une chance, c'est que comme c'est à construire, le mieux, ce serait de le co-construire. Et donc de le co-construire effectivement avec les acteurs, avec les patients, tout en les rassurant sur l'usage de leurs données, mais tout en leur donnant aussi beaucoup plus facilement accès aux potentialités
du numérique dans la gestion de leur programme de soins. Voilà, donc je crois que là, on est vraiment face à un certain nombre de secteurs où il y a un enjeu d'accompagnement, justement. Si on parle de disruption aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait encore une fois d'innovation, mais l'innovation ne vient pas de la technique, elle vient de la confrontation, plutôt de la convergence entre la technique et les usages. Et c'est là qu'il y a une disruption. Et donc, si on veut une disruption dans le secteur de la santé, ce qui est un domaine parfaitement d'actualité, on a besoin effectivement de penser à la fois la technique, mais de penser aussi et surtout un accompagnement des usages. Bon, Anne-Sophie mentionnait tout à l'heure néanmoins une certaine opacité des systèmes techniques qui nous environnent, donc ça fera certainement partie du sujet. Alors peut-être juste quand même pour mentionner quelques exemples cuisants d'échecs. On a quand même le cas du quartier Quayside, par exemple, à Toronto. On a Cisco qui a fermé également sa division Smart Cities. Donc on voit bien que, y compris les géants du numérique, se rendent compte que penser la ville uniquement au travers du prisme du numérique n'est pas la bonne solution et qu'il faut que ça se fasse forcément en s'assurant que les gens acceptent finalement cette modification de leur ville et cette modification de leur vie et en faisant en sorte qu'il y ait plus une co-construction, une co-création de valeur avec les citoyens ou avec les utilisateurs de ces solutions et pas forcément imposer d'en haut avec une logique très techno-push et technocentrée les outils numériques qui existent. Des clés importantes que vous nous donnez là, puisque en fait, on est à Montpellier, donc avec une métropole qui, il y a quelques années, avait été une des premières à contracter avec un très grand acteur industriel du numérique et qui a eu donc l'occasion à plusieurs reprises de faire évoluer sa posture par expérience. D'ailleurs, pas par dogme d'un côté ou de l'autre, mais par le fait de ce que ça pouvait produire ou ne pas produire. En l'occurrence, quand on mentionne Quayside à Toronto, c'était vraiment une expérience qui est très bien documentée dans le livre de Priol, de Jacques Priol sur Ne laissons pas Google gérer nos villes. C'est la question de se dire, on fait comment en tant que acteur urbain, en tant que ville ou que métropole, quand on est confronté de cette façon-là à des très grands acteurs mondiaux. Et je me tourne à nouveau vers vous, Indemad, parce que vous y êtes certainement confronté quotidiennement avec le fait d'avoir parmi les partenaires potentiels aussi bien ces très grands acteurs mondiaux que, j'allais dire, les opérateurs de services urbains, entre guillemets, classiques, des industriels qui sont les partenaires des villes depuis très longtemps et qui sont tous devenus des acteurs des services numériques. Et puis à côté de ça, un écosystème d'innovation. Donc une des questions qui nous vient de la salle, c'est comment est-ce que ça se passe aujourd'hui entre la métropole et les acteurs économiques précisément. Alors ceux de l'écosystème et puis les autres. Il est en effet de la responsabilité des collectivités de fédérer autour d'écosystèmes dynamiques qui sont en capacité de proposer des solutions pour pallier justement à cet effet de globalisation des services tels que vous avez cités, de pointer aussi l'intérêt à la fois pour nos territoires et pour ses habitants de travailler autour de ces sujets et donc voilà, de créer des conditions pour des appels à projets, etc., pour co-construire, communiquer auprès des citoyens sur les enjeux environnementaux, sociétaux, liés avec l'éducation, la santé. Et donc, voilà, tisser ce lien, fédérer et donner les moyens de faire des propositions qui seront appropriées par les habitants et en toute responsabilité, connaissance de cause, c'est-à-dire savoir qu'aujourd'hui, on a plus intérêt à développer nos propres solutions qui répondent à nos besoins plutôt que de s'appuyer sur des plateformes génériques, globales, dont on peut s'interroger sur la question de l'intérêt général et qui aujourd'hui n'ont pas de réglementation. Et c'est là aussi l'enjeu que nous approprions ces sujets directement pour justement poser le cadre, le périmètre qui fait qu'on ne se laisse pas dépasser. Et donc là, en effet, le numérique ou les nouvelles technologies sont un véritable outil, moyen d'innover dans tous les domaines. Et donc, c'est être force de proposition. Donc là aussi, on a une vraie responsabilité, d'où l'intérêt de constituer à l'échelle du territoire national des groupes qui vont pouvoir aller pousser, notamment auprès des instances européennes,
une volonté exprimée par les acteurs économiques, le monde de la recherche, suite au constat des expérimentations que l'on fait, pour donner une direction, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a un enjeu aussi de positionnement européen sur la scène mondiale pour marquer notre volonté, notre ambition. On a cette richesse historique d'être en capacité de faire des révolutions. Et donc, je pense qu'il y a un enjeu ici, dans les nouvelles technologies, dans tous les domaines, d'apporter justement notre vision, notre regard singulier sur ces questions que constitue l'innovation et tous les domaines impactés par le numérique. Donc c'est important ce que vous dites, c'est que le fait est que à la fois quand vous dites notre innovation, nos projets, etc., il ne s'agit pas simplement de dire on va soutenir des entreprises innovantes de Montpellier ou des jeunes pousses de Montpellier pour le marché de Montpellier. On est en train de se raconter du multiscalaire, c'est-à-dire une nécessité de voir aussi national, européen, intermétropolitain et ainsi de suite, sur tout un ensemble de choses, c'est-à-dire dans un cadre plus large, mais avec une logique d'écosystème précisément situé ici. Donc ça, c'est un fait important. Ça passe, on le sait, par des formes d'animation, des formes collectives. On vous a vu emmener des entreprises du territoire à des échelons nationaux pour partager des temps forts, etc. Potentiellement, quelle est la passerelle, la porosité entre cet écosystème d'innovation et les démarches que vous conduisez à l'échelle de HUT et à l'échelle de la chaire? Je vous laisse peut-être répondre l'un puis l'autre. Est-ce que les innovateurs de Montpellier sont branchés sur ce que vous faites? Après, nous, on est ouvert à toute société, etc. Puisque oui, exactement. Donc, voilà. Donc, on a une fondation à l'université. Donc, si des industriels et d'autres partenaires veulent nous rejoindre, c'est avec un grand plaisir. D'ailleurs, à l'échelle de la résidence, on travaille avec Next City Group. Donc, en fait, effectivement, on travaille avec les acteurs locaux, mais ça peut être des acteurs, bien sûr, au niveau national. Je pense qu'effectivement, il y a un enjeu et un modèle économique sur le numérique qui est propre à l'Europe, qui est quand même très protecteur de nos données. Et on a quand même cette chance. Maintenant, effectivement, vu que les données vont être captées, vont être encore plus nombreuses, à nous à définir véritablement les contours. Et je pense que souvent, ce sont des contraintes qui s'imposent aux entreprises, qui les font évoluer. Voilà. Alors le RGPD, c'était une possibilité, mais il faut aller plus loin, je pense. Et il faut dépasser finalement ces éléments, et c'est peut-être à l'usager à prendre un peu plus de pouvoir. On parle d'empowerment, c'est ça, c'est finalement de se dire que l'usager peut être une source d'innovation pour les entreprises, pour justement réfléchir au contexte, à l'éthique dans l'usage de ces données. Parce que si effectivement il n'est pas acteur, je pense que, comme l'a dit Gilles tout à l'heure, il n'aura pas finalement envie de participer. La question de l'acceptabilité, c'est aussi quand même quelque part qu'il ait la connaissance à la fois de cette captation de données, mais aussi finalement la possibilité non seulement de les contrôler, mais aussi de les actionner. Donc c'est tout ça qui finalement manque à l'heure actuelle et qui peut être effectivement une source d'innovation. Un petit peu la même question, c'est-à-dire est-ce que à l'échelle de la chaire, vous voyez au fond des échanges avec l'écosystème d'innovation Alors la chaire, je ne l'ai peut-être pas mentionné tout à l'heure, c'est une chaire internationale, c'est-à-dire qui se fait aussi avec l'UQAM, donc l'Université du Québec à Montréal. On avait d'ailleurs hier une réunion avec eux. Et donc eux travaillent avec la ville de Montréal et nous travaillons ici avec la ville de Montpellier. Mais bien sûr, ces partenariats sont ouverts à d'autres acteurs publics ou d'autres acteurs privés. On a participé d'ailleurs à un appel à projet, on a accompagné aussi la métropole sur un appel à projet qui était dirigé vers les entreprises, des startups dans le domaine de la cité intelligente. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer de les accompagner sur différents sujets en lien avec le numérique, avec l'environnement, avec la mobilité, donc plein de sujets comme cela, et qui nécessitent effectivement une intelligence collective où il y a à la fois l'aspect recherche, et c'est vrai que dans l'idée de la chaire, il faut peut-être aussi rappeler ce que c'est qu'une chaire. Une chaire, c'est à la fois le volet recherche, c'est-à-dire des publications académiques, des
voilà, des thèses de doctorat. C'est aussi la formation, et ça c'est un élément qui est très important, c'est-à-dire qu'on forme des étudiants en master à ces problématiques que l'on envisage depuis ce matin, hein, très concrètement, l'inclusion numérique, la transparence, l'appropriation, toutes ces notions qui sont au cœur même des problématiques d'aujourd'hui. Et puis il y a un troisième volet qui est essentiel aussi dans la chaire, ce sont les échanges avec le milieu professionnel, et aussi bien d'ailleurs Anne-Sophie que moi, ou que beaucoup de chercheurs aujourd'hui, on est à la recherche sans arrêt de contacts avec ce milieu professionnel pour trouver les terrains et pour finalement apporter aussi notre contribution à la société. Je crois que notre objectif, ce n'est pas uniquement de faire des publications que quelques experts dans le monde vont lire, mais notre objectif, c'est effectivement de faire une recherche qui soit utile au terrain, utile aux professionnels. Et donc, on fait un peu ce travail d'évangélisation d'une certaine manière, aujourd'hui aussi, hein, en venant rencontrer aussi les professionnels et en expliquant que faire la recherche, c'est aussi essayer de réfléchir à des grilles de lecture, à des cadres d'analyse pour avoir une certaine compréhension, bon, qui n'est peut-être pas la vérité absolue, mais une certaine compréhension des phénomènes qui se passent aujourd'hui. Et la recherche en sciences sociales, en sciences humaines et sociales, est aujourd'hui peut-être aussi bien que la recherche technique importante pour maîtriser ces transformations qui nous attendent. Alors, ce qui me paraît vraiment très intéressant, c'est que les uns et les autres, vous avez déjà à plusieurs reprises évoqué les questions des compétences et des métiers de demain, et les questions des perspectives qui sont en fait intéressantes à adresser, et le fait que potentiellement dans les démarches que vous conduisez, dans les démarches qui sont conduites dans ce territoire quand même assez puissant sur le plan universitaire, hein, il faut quand même le souligner, et sur le plan des étudiants, et ben vous êtes en train peut-être de former des jeunes employables, on va dire, qui sont amarinés à des questions plus riches du numérique que celles de simplement la maîtrise technique du numérique. Donc potentiellement, là encore, c'est un message à partager, hein, le fait de se dire peut-être que pour les entreprises et les autres employeurs du numérique de demain, public, privé, associatif, c'est une compétence forte qui est en train de se jouer dans une meilleure compréhension des usages. Donc du coup, j'ai un peu envie de vous embêter en disant vous êtes probablement assez calé du côté des Bac+5 et puis des doctorants que vous encadrez. Et moi, en même temps, j'entendais Anne-Sophie dire tout à l'heure, dans la question des métiers de demain, il y a aussi les métiers du bâtiment, il y a aussi les métiers, etc., qui parfois sont des métiers dont des formations commencent plutôt à Bac-3, et avec, quand on s'y prend bien, des continuums, et quand on s'y prend pas bien, des discontinuités. Donc potentiellement, l'artisan de demain et même d'aujourd'hui, il est confronté à des environnements de type de construction qui sont, où c'est déjà truffé de numérique, dont il ne sait pas ouvrir le capot, etc. Donc tout est compliqué. Est-ce que, question ouverte pour ceux d'entre vous qui la souhaitent, qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire avancer en la matière, un peu là encore pour décloisonner les sujets de ce matin et les sujets de cet après-midi, et se dire il n'y a pas que l'inclusion dans les préoccupations sociales du numérique. L'économique et le social ne sont pas si disjoints que ça, et potentiellement il y a probablement des choses du côté de l'emploi à faire en lien avec le numérique, et au-delà j'allais dire, des métiers en tension et des talents rares du numérique. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je commence. Alors, effectivement, on est plus habitué avec Gilles de s'adresser à un public d'initiés, puisqu'on est responsables tous les deux de master, etc. Moi, j'ai créé une formation il y a 16 ans sur le marketing digital. C'était une des premières formations à l'IAE de Montpellier. Donc, on a l'habitude, effectivement, de gérer ce public d'initiés. Moi, je pense que les projets, comme notamment le projet UT, ça peut aussi s'adresser à d'autres publics. Et pas forcément qu'un public d'initiés. Et on a commencé au travers finalement d'une expérience théâtrale, et donc de UT Théâtre, à s'adresser à des collégiens. Et donc l'objectif, c'est véritablement d'aller voir des enfants au collège et de voir finalement quelles sont les représentations de ces enfants sur le monde connecté de demain.
On pense que peut-être en Master 2, c'est trop tard. Ils ont déjà leur représentation, leur mode de pensée, etc. Au collège, on commence à avoir le numérique. Bien sûr que là, le confinement leur a fait faire un bond terrible pour l'utilisation du numérique. Ça, on est tous témoins. Mais effectivement, les réflexions à la représentation qu'ils ont, ça me paraît très intéressant en fait de les questionner à ce niveau-là. Et au travers de l'expérience U-Théâtre, qui est finalement une expérience d'écriture collaborative d'une pièce de théâtre et de se servir finalement de l'humour pour finalement voir quelles sont les représentations à travers des objets connectés, ça peut être un moyen de s'adresser à ce jeune public et finalement de rendre ce projet accessible, pas qu'à des bac+5, mais aussi finalement à des jeunes. Après, pour les métiers, effectivement, c'est à construire avec les acteurs, les industriels, pour faire évoluer les fiches de poste à l'heure actuelle, faire évoluer la formation. Le gardien d'immeuble, c'est un responsable de résidence. Pour l'instant, il a une fiche de poste bien établie, mais demain, c'est le community manager de la résidence. C'est lui qui va faire que le numérique va finalement être un vecteur d'inclusion. Mais s'il n'est pas là dans sa résidence et s'il n'a pas ces compétences-là, il ne pourra pas jouer ce rôle-là. Donc, je pense qu'effectivement, et on parlait tout à l'heure du secteur de la santé, moi qui travaille dans la chaire e-santé, le care manager, c'est la personne essentielle pour mettre en place un dispositif de santé et que les patients, les professionnels de santé et les structures de santé puissent effectivement utiliser le numérique à bon escient. Donc, c'est des métiers, à mon avis, qu'il va falloir effectivement soit inventer, soit en tout cas renouveler. Oui, alors je pense en effet que la question de l'éducation est fondamentale dans l'inclusion justement au métier de demain. Et donc tout se joue maintenant. Je pense également que cette année, on fait un bond exceptionnel auprès de nos jeunes à travers la pandémie que l'on connaît et la nécessité de s'adapter avec les outils du numérique. Donc forcément, ça va avoir un impact sur la vision que peuvent avoir nos enfants sur demain. En effet, donc on a une matière grise riche, enfin on est riche en matière grise sur le territoire pour des métiers de pointe, mais on identifie d'ores et déjà sur les questions d'environnement, sur des métiers en lien avec notamment la gestion des déchets, une nécessité à former via des courtes formations nos étudiants et donc pour répondre à ces problématiques de demain. On est en train d'installer des écoles numériques, des écoles régionales du numérique, de mettre un accent fort sur la formation autour de ces métiers de demain. Quel que soit le niveau, il faut un minimum de base pour pouvoir mener son futur métier à bien. Hier, je visitais le centre universitaire spatial de Montpellier, où en fait on accueille également des jeunes Sénégalais, Djiboutiens qui viennent apprendre à construire des nanosatellites pour pouvoir demain reconstituer ces établissements en Afrique pour gérer, pour installer des capteurs dans les bateaux, gérer la réglementation de la pêche, pour l'agriculture. Et donc là, il y a possibilité, en quelques années, de monter en compétences, peut-être pas pour être chef de projet, mais pour venir apporter une industrie, que ce soit sur nos territoires ou en Afrique, par exemple, et répondre à ces enjeux donc, mondiaux, pour répondre aux défis mondiaux que l'on connaît. Précisément, dans la salle, la question des enjeux environnementaux est montée aussi avec l'ambivalence du numérique en la matière, le fait que la promesse de solutions écologiques faisait partie des grandes promesses de la Smart City et qui sont des promesses pour l'instant pas complètement vérifiées, pour avoir échangé cette semaine avec tout un ensemble d'acteurs qui conduisent des programmes tentant d'avoir des mesures, des métrologies de ça. On ne sait pas bien si les dispositifs smart sont vraiment très, très efficaces sur le plan économique ou plus coûteux en la matière. En tout cas, est-ce que pour vous, à la métropole, ce croisement numérique et environnement fait partie de vos perspectives fortes ? Le premier axe qu'on développe aujourd'hui pour pouvoir justement répondre aux enjeux de sobriété et donc oui, la nécessité d'observer à chaque étape en fait notre impact sur l'environnement.
Et donc c'est fondamental, je dirais, mais là aussi, on a développé une feuille de route autour de cet enjeu principalement, avec évidemment d'autres enjeux. Là, il s'agit bien de mettre le numérique et l'innovation au service de ces problématiques, voilà, tout en intégrant l'aspect écologique pour être tout simplement dans un mode de production juste, équilibré. Voilà. Alors, il y a une dimension qui était un peu en filigrane depuis tout à l'heure, qui est la dimension des données, des data. Et en fait, qui est une dimension qui est pas neutre, hein. Si je le dis de façon un petit peu sommaire, il y a 10 ans, les données, c'était la chose des grands experts. Des informaticiens faisant des bases de données, des statisticiens, et puis de pas grand monde d'autres. Aujourd'hui, on a l'impression que ce sont devenus des objets politiques, économiques et sociaux à part entière, qu'elles font partie de la conversation démocratique, ça fait partie de la culture à avoir, etc. On suppose, c'est une question qu'on me pose du côté du dentifrice de ma poche, on suppose qu'il y a dans l'équipe HUT des gens qui sont compétents en matière de traitement de données issues des capteurs. Comment ça se socialise les données? Comment est-ce qu'à un moment donné, moi j'ai un vieux rêve, notamment pour les données environnementales, c'est quand est-ce qu'elles rentrent dans les salles de classe de l'enseignement scolaire par le cours de géo, par le cours de SVT, et qu'on y gagne en culture de la donnée, en éducation à l'environnement et en tout. Il y a des perspectives sur, au fond, un usage plus citoyen des données au travers des prismes que vous pouvez avoir côté recherche? Oui, c'est le prisme de l'open data, hein, et c'est effectivement cette ouverture. Alors pour l'instant, sur HUT, on est sur un système fermé qui est lié finalement à des règles et des valeurs éthiques, hein, du projet. Nos données sont hébergées sur Humanum. Donc effectivement, on est dans un système un peu biaisé qui ne reflète pas la réalité, puisque les occupants de cet appartement observatoire ont la garantie que leurs données restent finalement pour les chercheurs, sont un usage bien précis qui est l'usage de la recherche. Sur la résidence connectée, on sera sur un autre modèle qui sera plus ouvert, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser que l'occupant ne vient pas avec ses objets connectés personnels, son système. C'est la question de l'interopérabilité de tous ces systèmes et de toute cette captation qui, à un moment donné, doit être questionnée. Et là, la question, c'est est-ce que finalement, il faut conserver toutes ces données parce que c'est effectivement le numérique, c'est une partie du problème, hein, de l'écologie, hein, mais c'est aussi une partie de la solution. Donc la question, c'est comment on priorise les données, comment on les conserve, quelle durée. Et la question qu'on se pose, c'est la question, par exemple, de la durée du projet. Combien de temps on va garder ces données? Comment on va les rendre accessibles pour transmettre, hein, finalement les fruits de la recherche aux acteurs et bien sûr aux citoyens. Donc ça, c'est des questions pour l'instant où je n'ai pas vraiment toutes les réponses, hein, à vrai dire. Mais c'est des questions qui forcément nous interrogent en matière de pollution, en matière effectivement non seulement de respect de la vie privée, donc côté usager, mais aussi côté forcément pollution et transformation écologique. Oui, ben, la data, aujourd'hui, c'est le pétrole du 21e siècle, hein, très clairement. Donc, on a connu donc, toute une ère industrielle. Aujourd'hui, l'ère post-industrielle, elle est centrée sur la donnée. Celui qui maîtrise l'univers de la donnée, c'est celui qui maîtrise, sans exagérer, un petit peu le monde, d'une certaine manière. On le voit avec les GAFAM, on le voit avec les Baidu du côté de la Chine. Et donc, il y a des enjeux qui sont des enjeux de souveraineté numérique, de gouvernance numérique de la donnée, qui sont bien sûr cruciaux aujourd'hui. Et on est dans un système finalement assez invisible, c'est-à-dire que depuis le début de notre table ronde, je suis persuadé qu'on a envoyé des quantités de signaux à des personnes qu'on ne connaît pas, qui à l'autre bout du monde sont en train de les exploiter, ou voire même les utiliser immédiatement, sans se demander d'ailleurs qui on est, hein, mais en les exploitant et en nous envoyant un certain nombre de signaux. Donc il y a une asymétrie d'information extrêmement forte aujourd'hui, avec un risque extrêmement fort d'une utilisation abusive de nos propres données. Voilà. Et donc, l'enjeu derrière, c'est effectivement de créer, et vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure dans votre conférence, hein, un numérique de la confiance, c'est-à-dire recréer de la confiance autour du numérique en fixant les règles du jeu, en expliquant ce que chacun doit faire dans cet univers du numérique.
Le RGPD est probablement insuffisant, mais le RGPD est quand même déjà un premier pas vers une protection de nos données personnelles et vers un respect de nos libertés individuelles. Mais c'est bien sûr insuffisant, il faut aller un cran plus loin. Ce que font aussi les collectivités en essayant de maîtriser une partie de leurs données, c'est un élément essentiel parce que c'est un élément aussi démocratique face à des géants du numérique qui ne connaissent pas les États d'une certaine manière et qui peuvent développer des solutions qui sont des solutions avec des tailles critiques bien sûr beaucoup plus grandes que ce que pourrait faire une collectivité particulière. Donc redonner de la confiance, proposer de la transparence également, et puis réduire aussi le sentiment que l'on a tous ici, lorsqu'on utilise le numérique, c'est le sentiment d'être vulnérable. Donc c'est la vulnérabilité numérique qui est un élément central, c'est-à-dire qu'on sent bien que le numérique nous fait peur, c'est-à-dire qu'on a une absence de contrôle sur le numérique. On ne maîtrise pas tout. D'ailleurs, qui ici peut dire qu'il maîtrise la totalité des choses? Bon, je crois que c'est un peu compliqué en tout cas. L'objectif, c'est pas que tout le monde soit spécialiste d'intelligence artificielle et de la manière dont on va traiter les données non plus. Mais il y a des risques extrêmement forts et une dépendance qui est de plus en plus forte au numérique. C'est-à-dire qu'on est tous dépendants et en même temps, on a tous un très faible contrôle sur le numérique. Et c'est la raison pour laquelle je crois que nous tous, acteurs, on doit essayer de surmonter ce problème particulier. Gilles, alors je voulais vous emmener en conclusion, mais vous y allez sans moi, vers les uns et les autres sur la question, au fond, d'un numérique souhaitable dans la ville de demain. Donc vous avez commencé à amener tout un ensemble de réponses autour des priorités écologiques, autour des questions de confiance, de transparence, autour de cadres éthiques, et puis depuis le début de notre échange autour d'enjeux d'inclusion. Donc je vous laisse bien évidemment libre, et peut-être à vous, Indémat, je vous laisse le mot de la fin en la matière, si vous le prenez, de dire est-ce que quelque part quelque chose incarne cette vision collective qu'on peut avoir d'un numérique souhaitable, en tout cas en me réjouissant pour ma part qu'on ne soit pas dans ce que j'appelle le fatalisme numérique, c'est-à-dire un numérique totalement subi. Donc où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on veut aller? Bien écoutez, je me réjouis surtout de la qualité des interventions aujourd'hui et qui a démontré une volonté en fait vraiment de travailler. Et quand je parlais d'écosystèmes puissants ou de vouloir fédérer, je pense qu'on a tous les éléments aujourd'hui pour aller vers ce que nous souhaitons pour nos enfants. La métropole en fait vient en soutien pour à la fois protéger ses concitoyens, protéger leurs données, donc être en capacité d'avoir une vraie stratégie data qui ne soit la propriété de personne, tout en les mettant aussi à disposition d'entreprises du territoire pour justement penser les usages de demain. Et donc travailler main dans la main avec l'ensemble des acteurs autour des enjeux environnementaux, sociétaux, autour aussi du développement économique, les opportunités que cela peut créer. Et donc, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire parce qu'on a pris du retard par rapport au très gros. Je pense qu'on a encore la nécessité de favoriser ce genre d'événements pour des vrais think tanks de réflexion autour de ces thématiques et d'embarquer nos jeunes, surtout, qui aujourd'hui sont à fond dans l'usage des smartphones sans avoir réellement conscience. Donc, il s'agit aussi d'apporter une forme de pédagogie, de prise de conscience de la nécessité de savoir ce que l'on utilise, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça consomme. Donc il en va de notre responsabilité d'encadrer, d'informer et ensuite d'amener les solutions qui seront compatibles avec cette ville intelligente que nous rêvons tous. Merci Indémat d'avoir remis cette place des générations futures au cœur de notre aventure du numérique, donc d'y avoir mis à la fois le long terme, la mise en capacité, et merci à tous trois, à Anne-Sophie, à Gilles, d'avoir ainsi brossé un cadre général qui est à la fois un cadre réflexif et un cadre d'action. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'appels à contribution dans ce que vous avez raconté depuis tout à l'heure, aussi bien aux citoyens, aux acteurs de l'innovation, aux acteurs collectifs et associatifs, voire à des partenaires académiques, puisque
la porte semble tout à fait ouverte à pas mal de monde. Donc merci à tous et puis de votre attention, cher public, que nous ne voyons pas, mais à qui nous pensons très fort.